Bonsoir. Merci à tous d'être venus nombreux ce soir pour cette soirée débat autour de la reprise économique en Tunisie. Donc, je tiens à remercier Yesvini d'avoir accepté l'invitation. Je tiens aussi à remercier la Fondation de l'Union Tunisie à travers son directeur Yesvini. Donc le format, l'idée c'est qu'on ait le maximum d'échanges, que vous puissiez poser vos questions. Donc l'idée ça va commencer par une présentation d'une quarantaine de minutes, et après place aux questions-réponses pendant l'heure, et à la fin il y a un petit cocktail pour ceux qui peuvent veiller un peu. Donc je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité, de me donner l'opportunité d'échanger avec vous. Merci donc à Sifriha, merci à la Fondation de la Maison de Tunisie de nous accueillir ici. Et puis évidemment, c'est toujours un plaisir de répondre à des invitations de la TUJ et donc de retrouver une association qui m'est chère. J'avais eu l'occasion de présenter l'ouvrage il y a quelques semaines lors d'un dîner de la TUJ à Tunis. Donc je suis content de faire un peu la même chose ici à Paris. Alors, une présentation rapide déjà de l'ouvrage lui-même, le pourquoi, le comment. En 2011, on a créé une association qui s'appelle IDEE, Initiative pour le développement économique et social, avec un certain nombre d'économistes au départ, mais qu'on a élargi avec des acteurs de la société civile en général. Et nous avions tous cette idée en partage qui était le fait de remettre l'humain au cœur du débat, remettre les questions économiques et sociales au cœur du débat, à un moment où les questions d'ordre politique, voire identitaire, remplissaient un peu trop le terrain d'échange et de discussion. Et notre objectif, c'était d'essayer à la fois d'analyser l'existant, de faire une étude approfondie sur l'existant, sur le plan économique et social, d'émettre des recommandations. Et sur cette base, nous avons conduit un certain nombre de travaux que je qualifierais presque d'académiques, donc des travaux assez approfondis pour essayer d'analyser la situation économique, macroéconomique, la situation de l'emploi, la situation des inégalités régionales, etc. Et ça a donné lieu à un certain nombre d'articles qui sont publiés in extenso sur le site web de l'association IDEE, mais qui évidemment sont rédigés dans un style qui n'est pas forcément très digeste pour le lecteur qui a envie de comprendre les grandes idées sans pour autant rentrer dans les calculs, les statistiques, etc. Et donc à partir de là, nous avons eu l'idée de faire un ouvrage qui reprenne les principales conclusions, qui synthétise les principaux éléments de ces travaux académiques et qui présente un certain nombre, qui propose un certain nombre de recommandations pour l'avenir. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, comme je vous disais, l'ensemble des travaux sont disponibles sur le site web de l'association. C'est un travail collectif, c'est le travail des membres de l'association. Je ne les citerai pas tous, mais vous avez la liste qui est ici. Et juste une pensée particulière pour Fawzia qui nous a quittés l'an passé. Alors, nous sommes partis d'un constat douloureux, certes, qui nous met face à un certain nombre d'impasses. Tout d'abord, le chômage. Le chômage, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, c'est aujourd'hui le problème clé en Tunisie, un chômage qui est très élevé chez les jeunes diplômés, chez les femmes, avec des taux qui peuvent aller jusqu'à 30 et dans certaines régions 50% de diplômés du supérieur, des inégalités territoriales et sociales fortes, un secteur informel qui, sur le plan économique, devient aujourd'hui un vrai problème parce qu'il coûte en termes de distorsion de concurrence et évidemment en termes aussi de ressources à l'État. Et puis, je reviendrai sur ces éléments plus en détail, une politique fiscale aujourd'hui qui est totalement inefficace alors qu'à l'inverse, elle pourrait être mise au service du développement du pays. Alors, je reprends point par point chacun de ces éléments du constat de départ. Le chômage très élevé, et vous avez une carte ici de la Tunisie avec le taux de chômage
par gouvernorat, et plus c'est sombre, et plus l'avenir est sombre. Donc, comme vous voyez, il y a des régions dans lesquelles le taux de chômage peut atteindre les 30% de la population, et d'autres régions dans lesquelles les choses sont peut-être beaucoup moins tendues, mais dans tous les cas, un taux de chômage élevé, et qui est la marque de l'incapacité du tissu économique à répondre à la demande croissante, et surtout pour la main-d'œuvre qualifiée. Juste pour vous donner quelques chiffres, donc comme je vous disais, 30 à 50% de chômeurs diplômés d'une part. Si à l'inverse, on regarde, puisque heureusement il y a quand même des diplômés qui ont un emploi, si l'on regarde où est-ce que les diplômés du supérieur travaillent, eh bien 75% des diplômés du supérieur en Tunisie travaillent dans la santé, l'enseignement, l'éducation. Donc en fait, les seuls secteurs, en tout cas une grande partie des diplômés sont absorbés par le secteur public, l'éducation et la santé. C'est important que l'éducation et la santé puissent recruter, mais cela veut dire que le secteur industriel, le tissu industriel, n'est pas en train de recruter des diplômés du supérieur. Si on regarde de plus près, on fait un zoom sur le secteur industriel, on s'aperçoit que 80% des gens qui travaillent dans le secteur industriel sont à un niveau moins que bac. Ce qui veut dire que notre tissu industriel n'est pas adapté, n'est pas en capacité d'absorber les diplômés du supérieur, et ça a un double coût et ça a une double conséquence. Ça veut dire qu'à la fois, comme on le constate, on a des diplômés du supérieur chômeurs, mais à l'inverse, ça veut dire que notre secteur industriel, nos secteurs industriels, ne sont pas en mesure aujourd'hui de se positionner sur des créneaux à forte valeur ajoutée, et qu'ils se positionnent au contraire sur une industrie qui se contente du main-d'œuvre bon marché et peu qualifiée. Quelle en est la cause profonde? Eh bien, c'est tout simplement une inadéquation forte, une inadéquation totale entre la formation, d'une part, et les besoins de développement économique, d'autre part. Et là, on paye aujourd'hui le prix d'une politique d'enseignement supérieur et de formation qui n'a visé qu'une seule chose, de traiter des masses et de faire en sorte que les jeunes soient dans les universités pour qu'ils ne soient pas en train de manifester. Former les jeunes, c'est une bonne chose, mais qui n'a pas du tout réfléchi en termes d'adéquation et de besoins, et qui n'a pas mis les moyens nécessaires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voulait faire une politique d'enseignement de masse, eh bien, on a mis les étudiants dans les filières dans lesquelles c'était le moins cher de les mettre. En gros, et aujourd'hui, eh bien, on a un manque d'ingénieurs, on a un manque de techniciens, tout simplement parce que ce sont des formations qui sont plus coûteuses et qui sont donc plus difficiles à mettre en œuvre. Les inégalités territoriales et sociales, je vous en parlais tout à l'heure. Si l'on regarde aujourd'hui le taux de pauvreté, il est 7 fois plus élevé dans les campagnes que dans les grandes villes. En 2000, il n'était que de 4 fois plus élevé. Ce qui veut dire que quand au cours des 10, 15, 20 dernières années, on nous a dit que le taux de pauvreté en Tunisie se réduisait, que la croissance était de 4 à 5%, évidemment, c'était vrai, parfois un tout petit peu amélioré, mais c'était vrai. En revanche, ce que l'on ne mettait pas en avant, c'est que cette croissance était très inégalement répartie. Et que cette croissance, finalement, non seulement elle était inégalement répartie, mais elle a augmenté l'écart entre les régions riches et les régions pauvres. On passe d'un taux de 4 fois plus élevé pour certaines régions par rapport à d'autres, à un taux de 7 fois plus élevé, et on a des régions entières aujourd'hui qui se retrouvent piégées dans des trappes de sous-développement, le centre-ouest avec un tiers de personnes en dessous du seuil de pauvreté et 25% dans le sud-ouest. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une politique inégalitaire qui a privilégié le développement des régions côtières au détriment de l'intérieur du pays. Alors, si ça a été fait, ça n'était pas par régionalisme, parce qu'on préfère la côte à l'intérieur du pays. En tout cas, on peut penser quand même qu'il y avait un niveau de réflexion supérieur. Je dirais simplement que c'est presque la conséquence naturelle de toute politique de développement qui est trop centrée sur les chiffres, sur la croissance, et qui est en même temps très centralisée. C'est-à-dire, si moi je suis à Tunis et que je dois décider d'investir pour créer un lit d'hôtel supplémentaire, où est-ce que je vais décider de le créer?
je vais le créer là où ça me coûte le moins cher de le créer et là où ça me rapporte le plus. C'est un calcul tout bête. Et donc, où est-ce que je vais le créer? Je vais le créer là où il y a déjà tous les autres lits. Parce qu'il y a déjà des routes, il y a déjà un aéroport, parce qu'il y a déjà des infrastructures, etc. Donc, si je réfléchis uniquement en ayant à l'esprit le coût, l'efficacité sur le plan macro et les chiffres de la croissance, mais sans prendre en compte les inégalités, la nécessité que pour que certaines régions puissent un jour être elles-mêmes créatrices de valeur, eh bien il y a un investissement à faire, il y a un investissement fort à faire au début. Et ça, une politique trop centralisée ne peut pas le voir et passe forcément à côté. Le secteur informel, comme je vous le disais, une vraie menace pour l'économie, avec, pour ceux d'entre vous qui ont été récemment dans les rues de Tunis, vous voyez le marché parallèle qui se développe partout, et ça n'est qu'un aspect évidemment de cette économie parallèle. Ce sont autant de ressources en moins sur le plan fiscal, sur le plan de la sécurité sociale, ce sont des pratiques anticoncurrentielles, c'est de la contrefaçon qui vient donc concurrencer les secteurs organisés, et donc c'est un fléau aujourd'hui qui gangrène 60% des entreprises tunisiennes, qui constitue un manque à gagner pour les caisses de l'État, une concurrence déloyale pour les entreprises légales, et une absence de transparence et de couverture et de protection, en termes de couverture sociale pour toutes les personnes qui sont impliquées dans cette économie informelle ou cette économie parallèle. Et puis je le disais également au titre du constat, le système fiscal, et je reviendrai sur ce système fiscal parce que je pense que ça peut être un élément extrêmement important, un système fiscal qui est à la fois complexe et qui est inefficace. On a à la fois une assiette faible avec de très nombreuses exonérations, mais qui en même temps s'additionnent, se superposent, etc., sans que la visibilité en soit assurée. Des incitations fiscales qui sont coûteuses aujourd'hui et qui coûtent 2,2% du PIB, un taux de l'impôt sur les sociétés qui est trop élevé pour les petites entreprises et qui ne permet pas justement aux petites entreprises de se développer et d'éclore et de se développer, et puis surtout un système fiscal qui est perçu quasiment par tout le monde comme fondamentalement injuste. Pourquoi? Eh bien tout simplement, vous avez les personnes qui sont prélevées à la source et elles n'ont pas le choix, elles payent leur impôt, mais en même temps elles ne sentent même pas qu'elles payent leur impôt. Et puis à côté de ça, vous avez la personne qui, elle, est par exemple libérale, qui, elle, doit déclarer son impôt et qui va, à la fin de l'année, faire un chèque pour payer. Alors celui qui fait un chèque, il a l'impression que lui, il est en train de faire un effort, alors que celui qui a été prélevé à la source, lui, ne fait pas d'effort. C'est vrai que c'est plus dur de sortir l'argent de sa poche que de le voir finalement prélevé sans même se poser la question, sans même en être conscient. Mais à l'inverse, on sait bien que le libéral va avoir, le libéral au sens de profession libérale, va avoir une tendance forte, une tendance très marquée à sous-déclarer, à fortement sous-déclarer ses revenus. Et ça aussi c'est injuste parce que du coup celui qui est salarié a l'impression d'être le seul à contribuer. Et injustice supplémentaire, pendant très longtemps, les contrôles fiscaux ont été utilisés en fait comme un outil du régime pour mettre la pression sur tel ou tel et non pas comme un outil de justice et d'équité fiscale. Et donc, alors que la fiscalité pourrait être le point de départ de la conscience de la citoyenneté, parce que la fiscalité, quand vous payez des impôts, et ça vous donne des droits, vous contribuez au fonctionnement du pays, et ça vous permet de prendre conscience que c'est vous qui êtes en train de financer les infrastructures, que c'est vous qui êtes en train de financer le système, et donc vous vous mettez déjà en position de citoyen qui a son mot à dire dans la construction collective. Donc l'impôt peut être le moyen de cette prise de conscience, et au moment aujourd'hui où la Tunisie s'achemine vers une ouverture, vers une démocratie de plus en plus affirmée, eh bien, utiliser l'impôt pour faire prendre conscience, chacun d'entre nous, de sa condition de citoyen, du fait que tout ce que l'on reçoit de l'État est la contrepartie de ce que l'on donne nous
en termes de contribution, d'utiliser en même temps l'impôt pour mettre plus de justice sociale et plus d'équité, ce sont des éléments qui pourraient, avec une pédagogie bien développée et bien assumée, qui permettraient de faire redémarrer la machine et de changer le lien du citoyen à l'État. Du coup, le bien public n'est plus rizq al-bilik, mais c'est la contrepartie de nos contributions individuelles. Alors, tout cela fait que le modèle actuel est un modèle à la fois malade et dépassé. Ça a été un modèle de croissance, d'inspiration libérale, puisqu'on a essayé de développer des grandes entreprises, de pousser les investisseurs, etc. Mais en même temps, qui a complètement bafoué l'idée même d'efficacité économique, puisque tous les efforts étaient concentrés sur les quelques entités qui étaient adoubées par l'État, et donc la machine a fonctionné non pas au service de l'efficacité, mais au service d'un certain nombre d'intérêts, et notamment de l'intérêt de ceux qui étaient proches du pouvoir. Et tout ça a conduit à un capitalisme, ou à quelque chose qui pouvait ressembler à un capitalisme, mais en tout cas avec une très grande inertie, très peu concurrentielle, et c'est en cela qu'on est à l'opposé de ce que l'économie libérale prévoit, avec une faible protection de la propriété, et finalement peu propice à la prise de risque et à l'innovation. Alors, face à ce constat, notre point de vue, c'est que on n'a pas le choix de toutes les façons, le temps est venu de réfléchir autrement. Le temps est venu de penser en termes de développement juste et inclusif dans le cadre d'un climat social apaisé pour redonner l'espoir et reconstruire la confiance en l'avenir. Les objectifs, ils sont simples et en même temps, ils sont extrêmement compliqués à atteindre. C'est relancer la croissance et réduire le chômage, c'est améliorer le climat des affaires, c'est réduire les inégalités, et c'est tout ça, donc à la fois le fait de reconstruire la confiance en l'avenir et la relance économique qui permettront de réussir la transition économique en parallèle avec la transition démocratique, parce que l'une ne va pas sans l'autre. La transition démocratique ne pourra être soutenable que s'il y a du mieux-être économique et social et qui arrive vite. Et ça, je crois que c'est le cri d'alarme peut-être que nous lançons. Depuis 2011, on est aujourd'hui en 2014, nous avons passé beaucoup de temps, et probablement ça a nécessité, pour construire une feuille de route politique. Il est urgent aujourd'hui, il est urgentissime aujourd'hui d'apporter des réponses sur le plan économique et social, parce que les Tunisiens qui sont sortis dans la rue en 2011 sont sortis pour réclamer de la liberté et de la dignité, mais ils sont aussi sortis pour réclamer un mieux-être économique et social. Et si l'on n'apporte pas de réponses et de réponses concrètes à ces questions, et à un terme relativement court, en tout cas raisonnable, eh bien la transition en cours risque d'être très fortement chahutée et l'on risque de se retrouver à nouveau dans l'impasse. Alors, je vais passer assez rapidement en fait sur les préconisations de l'ouvrage. Mais je dirais que si l'on veut réfléchir en termes de modèle de développement, on a construit ça un peu sous la forme d'un temple, hein, ça vaut comme ce que ça vaut comme image, mais la base, la première marche, c'est à la fois un système éducatif qui prépare l'avenir. Ce que je vous disais tout à l'heure, on paye aujourd'hui le prix de l'inadéquation totale entre formation et besoins de l'économie. Il faut aujourd'hui restructurer le système éducatif, et ça n'est pas parce que c'est très long à mettre en œuvre qu'il ne faut pas commencer très tôt, bien au contraire. Donc c'est dès maintenant qu'il faut s'atteler à cette tâche, même si c'est une tâche qui va prendre 10, 20, 30 ans. L'autre tâche qui va prendre également énormément de temps, mais à laquelle il faut s'attaquer tout de suite, c'est la réforme de l'administration. Et lorsque j'indique que l'administration doit avoir des compétences renforcées, ça n'est pas élargir encore plus son champ d'intervention, c'est renforcer les compétences qui sont au sein de l'administration. On a une administration aujourd'hui en Tunisie qui a été en mesure de faire tourner le pays, en gros, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans de flou total, mais qui est en même temps très sous-staffé, qui n'arrive plus à attirer les compétences, qui a finalement découragé
toutes les bonnes intentions ou un grand nombre de bonnes intentions en son sein, et il est important aujourd'hui de lui redonner un souffle et de lui redonner des perspectives pour qu'elle puisse servir le développement économique du pays. Ensuite, la politique fiscale, je pense que, et nous pensons qu'il y a des choses là qui peuvent être faites très rapidement en termes de politique fiscale pour revoir complètement cette politique, la rendre plus juste, lutter contre l'évasion fiscale, lutter contre la sous-déclaration et faire en sorte que cette fiscalité soit perçue comme un instrument de citoyenneté. À partir du moment où on sera en mesure d'améliorer les recettes fiscales, et c'est possible de les améliorer, et en même temps, en s'appuyant sur des ressources complémentaires, l'État doit, à notre sens, également investir dans les infrastructures. Et là, on rejoint le point, j'en discutais récemment avec des décideurs directement concernés, les projets d'investissement dans les infrastructures sont nombreux. En revanche, ce qui fait que ça peine à démarrer, c'est justement un certain nombre de blocages sur le plan administratif, sur le plan... Et donc, il faut que l'on soit capable de changer les process, de fonctionner en mode projet, de fonctionner, de mettre en place des structures, situation d'urgence, structures d'urgence, pour être en mesure de conduire ces projets d'investissement dans des délais relativement rapides, investir dans les infrastructures pour, redonner de l'air et de l'espoir aux régions intérieures, mais pas seulement pour créer de l'emploi artificiellement, comme on a pu faire au cours des derniers mois, en embauchant à tour de bras dans les administrations, mais en fait, en mettant en place des infrastructures qui vont être des outils de désenclavement pour ces régions et faire en sorte que dans un second temps, ces régions puissent participer, que ce soit au développement de l'industrie, que ce soit au développement du tourisme, etc. Et il y a des choses, je reviendrai là-dessus, mais il y a des choses extrêmement importantes qui peuvent être faites, par exemple, en matière de tourisme à l'intérieur du pays, développer les écologes, développer les sites archéologiques qu'on peut avoir à l'intérieur du pays, développer un tourisme beaucoup plus tourné vers l'environnement et moins tourné vers la plage. Donc on peut faire un certain nombre de choses, mais on ne pourra le faire que si l'on s'attaque d'abord à ce problème d'infrastructure. Si vous regardez le code d'incitation aux investissements tel qu'il existe depuis des années, vous avez des incitations qui sont données pour aller investir dans des régions reculées. Mais j'ai beau vous promettre une réduction de 50% de vos impôts sur les 5 premières années de votre installation ou une réduction des charges sociales, si pour obtenir cet avantage, vous devez vous installer dans une région où lorsque vous avez besoin d'un transitaire, vous avez besoin d'un expert comptable, vous avez besoin pour vos cadres qu'ils puissent aller dans un hôpital, enfin vos cadres ou vos employés, et qu'à chaque fois c'est la croix et la bannière, eh bien, vous avez beau avoir des avantages fiscaux et sociaux, vous n'irez pas vous installer dans ces régions. Donc, on ne peut pas résoudre le problème uniquement en mettant sur le papier un certain nombre d'avantages, d'autant plus que, si vous regardez de près le code d'incitation aux investissements, vous apercevrez que les zones qui peuvent bénéficier de ces avantages sont à la fois dans des coins extrêmement reculés, et puis d'autres sont à 30 km ou 50 km de Tunis. Donc, tant qu'à faire, moi je prends les avantages de la proximité. Donc on voit bien que là aussi ça n'a pas été conçu comme un tout intégré, mais ça a été conçu en fonction de la somme d'objectifs ponctuels, et il y a lieu aujourd'hui d'avoir une vision qui soit beaucoup plus inclusive et qui prenne en compte l'ensemble des considérations en même temps. Alors ensuite, dernier étage, le secteur financier, pour encourager l'initiative et l'innovation, un secteur financier qui a besoin, là aussi, d'être fortement restructuré et dont les pratiques doivent être changées pour qu'il ne soit plus simplement au service des grands groupes, mais qu'il soit beaucoup plus proche des entités, des entreprises susceptibles d'innover. Si l'on a ces 4 marches, à ce moment-là, eh bien, on pourra continuer à développer les secteurs qui sont aujourd'hui les points forts de l'économie tunisienne, l'industrie, l'agriculture, le tourisme, et on pourra développer de manière transversale un nouveau secteur qui est celui du développement de l'économie, l'économie sociale et solidaire, et c'est sur cette base-là que l'on pourra mettre en place
un système qui soit porteur à la fois de justice sociale, d'équité et qui soit un modèle de développement inclusif. Alors, comme je vous le disais, hein, les réformes, l'administration, renforcer les compétences pour optimiser les processus décisionnels, réorganiser les procédures, pour qu'elles soient plus accessibles à tous, plus compétitives, avec un statut qui est à revoir complètement. Et nous faisons de nombreuses comparaisons dans l'ouvrage entre la Tunisie et un certain nombre de pays qui peuvent être comparables en fonction des sujets abordés, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie, mais c'est vrai que le pays avec lequel la comparaison est la plus récurrente, c'est le Maroc. Si l'on regarde ce que le Maroc a fait au cours des 10 dernières années, à la fois pour rendre son administration plus efficace, plus attractive, pour développer des secteurs tels que le secteur touristique, ils étaient loin derrière nous. Or, aujourd'hui, le tourisme marocain est très en avance par rapport au tourisme tunisien, et le touriste étranger qui vient au Maroc dépense 5 à 6 fois plus que le touriste étranger qui vient en Tunisie. On voit que là, il y a des réformes en profondeur à faire, et je ne parlerai pas de réforme de l'administration sous n'importe quel cieux, pour n'importe quel pays, mais il se trouve que dans notre pays, aujourd'hui, l'administration, de toutes les façons, est présente partout, et donc il est indispensable qu'elle devienne plus efficace et que l'on renforce les compétences au sein de cette administration. Donc je ne suis pas en train de demander plus d'administration, ça n'est pas forcément ce que je préconiserai partout. En revanche, puisque l'administration est là et puisqu'elle a fait preuve quand même d'une capacité à faire tourner les structures, eh bien il faut lui donner aujourd'hui les moyens de le faire de manière efficace. Le système éducatif, là aussi, est à revoir, que ce soit dans les cycles primaires et secondaires pour doter les élèves davantage d'esprit critique, et en même temps dans les cycles supérieurs pour encourager l'entrepreneuriat, la prise de risque, l'innovation, associer les entreprises pour aboutir à une meilleure professionnalisation des enseignements. Alors évidemment, vous pouvez dire, mais oui, bien sûr, on peut faire comme ça des listes et des listes de choses à faire, il y a qu'à faucon. Ça peut être, on peut faire bouger les choses de manière extrêmement rapide en faisant tomber un certain nombre de dogmes ou de tabous. Il suffirait, par exemple, en matière d'enseignement supérieur, que l'on inscrive noir sur blanc qu'il est de la responsabilité des universités, qu'il est dans leur mission, non seulement de former, non seulement de faire de la recherche, mais aussi de s'intégrer dans leur environnement socio-économique et de contribuer au développement économique de la région, et donc de développer des partenariats avec les entreprises. Si on disait clairement que faire des partenariats avec les entreprises, ça n'est plus tabou. Ça peut vous sembler ridicule, mais aujourd'hui, si une entreprise se présente aux portes d'une université pour dire « Voilà, je veux demain monter un laboratoire en partenariat avec vous et je suis prêt à mettre des sommes sur la table et puis je vais développer une formation, un diplôme, etc. en partenariat avec vous parce que je représente un secteur industriel important et je peux vous garantir des débouchés, etc. » L'université n'a pas le début du commencement d'un élément de réponse face à cette proposition, parce que ça n'est pas prévu. L'autre chose également, c'est sortir de la vision complètement centralisée et jacobine, parce que nous avons su prendre le meilleur de la France, donc nous sommes tout aussi jacobins, si ce n'est plus. Donc sortir de cette tradition où tout est décidé en centrale et laisser par exemple chaque université faire ses expériences et faire ses tentatives. Certaines vont réussir, d'autres ne réussiront pas. Eh bien, ceux qui ne réussiront pas regarderont ce qui se fait dans celles où ça réussit et tenteront d'autres choses. Donc, faire en sorte de laisser éclore les idées, les initiatives, leur permettre de se développer. Ce sont des exemples extrêmement simples, mais je suis certain que si l'on donnait ce minimum, je ne parle pas de l'autonomie à la française, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais si on donnait un minimum d'autonomie aux universités, aux écoles, pour faire des expérimentations pédagogiques, pour développer des partenariats, eh bien peut-être que du coup, celles qui sont dans une région dans laquelle les besoins sont tels ou tels, eh bien développera des formations en accord
avec cette région. Quand on parle par exemple de développer l'innovation, ce n'est pas en faisant un cours d'innovation obligatoire pour tous, de la même façon qu'on a fait des cours de droits de l'homme obligatoires pour tous, pour faire avancer la cause des droits de l'homme. Donc c'est clair que si on veut développer l'innovation, c'est en permettant des initiatives locales en partenariat avec le tissu économique local, et là aussi, certaines expériences marcheront, d'autres pas, mais celles qui marcheront serviront d'exemple et pourront être ensuite reprises par d'autres. La politique fiscale plus juste et mieux acceptée, c'est à la fois rétablir la confiance, faire en sorte que la fiscalité ne soit plus perçue comme une mesure de rétorsion, une mesure d'assujettissement, mais au contraire une mesure de citoyenneté. Ça suppose plus de pédagogie, ça suppose plus de transparence, et là aussi il y a des choses extrêmement simples sur le papier. Je sais que c'est difficile à mettre en œuvre, que ça suppose de faire évoluer les mentalités, mais il y a des concepts qui existent ici en France, par exemple tel que le rescrit fiscal, qui font que chacun peut saisir les impôts en posant une question précise, en demandant mais comment est-ce que telle opération sera traitée. L'administration fiscale répond, et ça devient opposable ensuite à l'administration fiscale. Donc, ça oblige l'administration fiscale à développer une doctrine, et deux, ça protège le citoyen de l'arbitraire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il tombe sur un inspecteur qui est différent de celui qu'il a vu l'année dernière, que tout d'un coup, alors qu'on lui avait dit que c'était licite de faire telle opération, on lui dit non, finalement, ça n'est pas légal, ou si c'est légal, mais vous allez taxer à 30% alors qu'il pense être taxé à 10%. Donc ça, mettre de la transparence et mettre des garanties et supprimer l'arbitraire, alors on voit bien que dans un système dictatorial, dans un système autocratique, l'arbitraire est un outil essentiel du pouvoir, parce que c'est là que l'on peut mettre la pression sur qui on veut. Eh bien, aujourd'hui, il faut que le développement démocratique aille de pair avec le développement économique, pour avoir un système qui soit à la fois plus juste pour les entreprises, plus juste pour les ménages, et surtout revoir les incitations fiscales pour qu'elles soient plus adaptées, qu'elles soient plus pertinentes. Alors, les infrastructures, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, mais c'est à la fois un gisement important de création d'emplois, c'est un levier pour valoriser les régions intérieures, cela permettrait de développer l'offre logistique du pays, et j'ai la conviction que la Tunisie peut être une plateforme logistique pour l'ensemble de la région, parce que nous avons une position géographique qui est unique, alors certes un peu agitée sur notre droite, que l'avenir de politique qui est à notre gauche n'est pas pour autant très clair, mais si l'on croit en l'avenir, si on croit en notre futur, on a un positionnement géographique qui est en plein milieu du Maghreb, on est tourné à la fois vers l'Afrique et vers la Méditerranée, et on a la capacité d'être une plateforme logistique extrêmement importante, à condition évidemment d'avoir les infrastructures qui vont avec, et puis développer des financements innovants, des financements qui soient adaptés, tels que les partenariats publics-privés, tels que la finance islamique. Aucun de ces éléments n'est à lui tout seul la panacée. Je ne suis pas en train de dire que la finance islamique est la solution ou que les PPP sont la solution, mais là aussi, il faut démultiplier les leviers d'action. En fait, s'il y a une chose que l'on dit dans cet ouvrage, et je dis tout de suite à ceux qui sont à la recherche de la solution, eh bien, n'essayez même pas d'acheter l'ouvrage ou de le lire. Par définition, il n'y a pas, de notre point de vue, il n'y a pas une solution. Au contraire, aujourd'hui, il faut encore une fois s'appuyer sur notre transition démocratique pour faire en sorte que les initiatives se démultiplient, que les propositions se démultiplient, et que de cette éclosion d'idées puisse germer un certain nombre de projets, un certain nombre d'initiatives qui permettront, pour certaines d'entre elles, d'être des leviers importants de croissance à l'avenir. Remettre le secteur financier au service de l'économie et des jeunes entrepreneurs, ça je crois que c'est un élément essentiel. Cela suppose de limiter le rôle de l'État dans les banques publiques, en fait, faire en sorte qu'elles ne soient plus publiques, développer des actions spécifiques à l'intention des jeunes entrepreneurs et des petites entreprises, et puis explorer de nouvelles sources de financement, la microfinance qui est en train de se développer. Il y a eu des textes qui ont été adoptés en la matière, et je suis convaincu que la microfinance peut être
un outil important de développement, et notamment dans les zones défavorisées, mais développer aussi la diaspora entrepreneuriale, développer des concepts de business angels, donc accompagner les projets dès leur éclosion, favoriser là aussi l'émergence des idées. Alors, un des grands thèmes du moment, c'est la politique de compensation, la politique de compensation qui est certes excessivement coûteuse, qui est à la fois coûteuse et qui en plus est injuste. Elle est injuste parce que les ménages qui ont les revenus les plus élevés bénéficient de 4 fois plus de compensation sur les produits alimentaires que les ménages plus modestes. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en ce qui concerne l'énergie, le coefficient n'est plus de 4 fois, mais de 10 à 20 fois. Donc ce sont les ménages riches qui bénéficient le plus des subventions. En même temps, il est évident, et j'entends trop souvent, je lis trop souvent un certain nombre de personnes proposant, allez hop, on supprime la caisse de compensation. Il est évident que même si elle est inégalitaire, elle rend aujourd'hui un service important, un service incontournable pour les plus démunis. Donc on ne peut pas la supprimer avant d'avoir mis en place un mécanisme qui permette aux plus démunis de continuer à bénéficier de ce soutien. Donc il s'agit de mieux cibler pour dégager des marges de manœuvre budgétaires pour faire d'autres choses en parallèle, mais il ne faut absolument pas faire les choses à l'envers et du coup mettre un certain nombre de familles démunies dans une grande difficulté. Alors, ce sont des choses qui sont possibles. Il y a des idées simples que l'on peut mettre en place, par exemple, mettre en place l'équivalent de marques de distributeurs sur un certain nombre de produits qui seraient subventionnés, mais qui seraient les seuls à être subventionnés. En gros, si vous voulez, les pâtes dans le joli paquet, eh bien ça n'est pas subventionné, mais il y a aussi des pâtes de base qui sont tout aussi, qui répondent exactement aux mêmes normes, mais qui vont être dans un paquet, un peu comme les marques de distributeurs, les Leader Price ou les ED ou que sais-je encore, et qui, elles, sont subventionnées. Bon, on peut jouer sur la différenciation, parce qu'on sait que les classes aisées sont très sensibles à l'apparence, et donc vont pouvoir jouer et ne pas sur la gamme de produits, et en revanche, ceux qui ont besoin finalement de la subvention iront chercher le produit qui est subventionné. On peut aussi travailler, ça s'est fait dans d'autres pays, sur la mise en place de transferts monétaires aux populations vulnérables. C'est compliqué, parce qu'il n'y a nulle part une liste des populations vulnérables et on leur envoie un mandat à la fin du mois. Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais en même temps, les nouveaux outils technologiques dont on dispose aujourd'hui, le fait que l'on puisse développer le mobile banking, etc., le fait que les mobiles sont très présents sur l'ensemble du territoire, ça permet de développer aujourd'hui des outils de transfert monétaire qui n'étaient pas disponibles il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, on peut faire des choses et il y a un certain nombre d'expériences qui sont des expériences réussies en la matière dans d'autres pays. Alors, sur cette base-là, on pourra à ce moment-là développer les principaux secteurs industriels qui sont les nôtres, c'est-à-dire à la fois le tourisme, l'agriculture, l'industrie et les services, et l'économie sociale et solidaire. Je reviendrai dessus si vous le souhaitez. Nous mettons en avant à chaque fois un certain nombre d'idées et de propositions pour chacun de ces secteurs. Et donc, l'objectif, c'est, in fine, d'arriver à reconstruire la confiance, ramener la croissance, pour permettre le retour des IDE, parce que nous sommes dans une économie qui a besoin. Nous ne produisons pas de richesse, nous n'avons pas de richesse dans notre sous-sol, nous n'avons pas de matières premières, donc le moteur de notre développement, ce sont les investissements, et donc l'objectif c'est de rétablir la confiance, de ramener les investissements directs
étrangers qui peuvent être créateurs d'emplois. Ça veut dire qu'il faut réfléchir en termes probablement de pôles de compétitivité, de clusters, à l'image, encore une fois, je parle du Maroc, mais de ce qu'a pu se faire avec l'usine Renault à Tanger et l'ensemble des sous-traitants qui se sont installés autour au niveau du port de Tanger, qui aujourd'hui devient un pôle absolument incontournable sur la Méditerranée. Donc des choses peuvent être faites sur ce plan-là, en améliorant en même temps le cadre institutionnel, législatif et juridique. Alors, pour conclure, parce que ce que je voudrais surtout, c'est que l'on puisse échanger, et j'ai déjà été trop long, le motto de l'association IDEE, c'est de dire que la révolution a rendu l'impensable possible. Pourquoi l'impensable? Eh bien, tout simplement parce que s'il y a 3 ans et quelques mois, on était venu vous voir en vous disant tiens, on va faire quelque chose, on va tous sortir dans la rue, on va dire dégage, dégage, et vous allez voir le président Ben Ali va partir, vous auriez rigolé. Si on vous avait dit non, mais mieux encore, non seulement Ben Ali va partir, mais à sa suite, Moubarak, Gaddafi, etc. vont tous être emportés, vous auriez pris votre interlocuteur pour un fou furieux. Et pourtant, c'est devenu possible et nous l'avons rendu possible. Aujourd'hui, la tâche est à la fois plus simple et plus compliquée parce que ce qu'il faut faire finalement, ce qui reste à faire est beaucoup plus facilement imaginable, mais en même temps, ça prend beaucoup plus de temps et donc c'est à nous de rendre possible ce qui, on n'a pas le choix, est à la fois indispensable et nécessaire parce que, comme je le disais tout à l'heure, si on n'est pas capable d'apporter plus d'équité, plus de justice sociale et plus de développement économique, eh bien, nous aurons du mal à garder et à maintenir les acquis de cette révolution. Et donc, ce que nous avons essayé de faire, c'était à la fois de tirer les leçons de l'impasse dans laquelle nous étions pour proposer un nouveau modèle économique qui soit inclusif, qui soit centré sur l'humain, qui soit centré sur les initiatives individuelles, mais qui évidemment n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une solution toute prête à l'emploi, ce sont des propositions qui méritent d'être consolidées et enrichies, et ce genre de débat est là pour ça. Merci. Merci beaucoup, Eliès. Donc on peut passer à la question questions-réponses. Eliès, si on prend 2-3